Bonjour et bienvenue au deuxième jour de Camp de carrière 2026, où vous découvrirez comment transformer les défis en tremplin pour votre croissance personnelle et professionnelle. Je m'appelle Tabassum Khan, mes pronoms sont she, elle. Je suis conseillère en politique et programme de ressources humaines au BSF et coprésidente de la communauté de pratique interministérielle Mentor GC, aux côtés de Justine Reynolds et Mélanie Singh. Je serai votre modératrice durant cette séance. Veuillez noter que cette séance sera offerte en anglais et en français simultanément. Afin de visionner la séance en anglais, veuillez retourner au lobby et cliquer sur le lien pour la séance anglaise. If you intended to join the English session, please return to the lobby and select the English session. Pour assurer une séance fluide et interactive, nous vous recommandons de vous déconnecter de votre réseau privé virtuel. En tant qu'immigrant sur cette terre et mère des jeunes canadiennes, je souhaite commencer en reconnaissant avec gratitude que je vous rejoins d'Ottawa, situé sur les territoires traditionnels non cédés du peuple algonquin, l'Anishinaabe. Cette reconnaissance pour moi est un geste de respect, de responsabilité et d'apprentissage continu, et je vous invite à réfléchir aux terres sur lesquelles vous vous trouvez aujourd'hui. Le camp de carrière est la plus grande conférence du gouvernement du Canada et son objectif est de vous soutenir à chaque étape de votre parcours professionnel. Pendant les séances, posez vos questions dans l'outil questions et réponses dans la langue officielle de votre choix et votez pour vos questions préférées avec le bouton pouce levé ou thumbs up. Comme toutes les séances de RGFF, celle-ci sera enregistrée afin que vous puissiez les consulter plus tard et tirer des apprentissages. En plus, cette année, nous avons commencé à proposer une autre façon d'apprendre, une série de balados des séances du camp de carrière. Après le CDC, les balados seront disponibles sur Spotify et Apple Podcasts. Nous aimerions également souligner que les présentations PowerPoint de chaque séance sont disponibles sur notre page Wiki afin que vous puissiez les consulter plus tard. Nous souhaitons vous informer que cette séance aborde des sujets, du vocabulaire et des situations qui pourraient être sensibles pour certaines personnes. Nous vous invitons à prendre soin de vous et à prendre des pauses à besoin. Si vous ressentez le besoin de parler à quelqu'un ou d'obtenir du soutien, sachez que le programme d'aide aux employés de votre organisation est disponible en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous traversons tous à divers degrés une période exigeante. Que vous soyez directement touché ou non, sachez que vous n'êtes pas seul et que du soutien est disponible pour vous aider. L'événement d'aujourd'hui est axé sur la compréhension du processus d'évaluation, le perfectionnement de vos compétences et le réseautage. Nous ne répondrons pas aux questions concernant le réaménagement des effectifs ou les révisions budgétaires car elles ne relèvent pas du cadre de la séance d'aujourd'hui. Veuillez contacter vos dirigeants pour toute question spécifique à votre situation. Alors, pour débuter, nous avons quelques questions de sondage rapide, simplement pour amorcer la conversation et nous plonger dans la discussion de sujet. Ce n'est pas un test et votre participation est entièrement volontaire. On a les questions sur l'écran. La première question, lequel de ces événements vous semble le plus facile à expliquer à quelqu'un d'autre? Les options sont le mentorat, le coaching, le parrainage ou aucun de ces éléments. La deuxième question, vous avez assez confiance en vous et disposez-vous des outils nécessaires pour contacter un mentor, coach, parrain, afin de discuter de votre carrière ou d'établir une relation continue? Oui, non, je ne sais pas. Troisième question, quel est le principal obstacle qui vous empêche d'entamer une relation de coaching ou de mentorat? Est-ce que c'est le manque de temps, ne pas savoir à qui s'adresser, la peur du rejet ou quelque chose d'autre? Et la quatrième question, selon vous, quelle est la responsabilité la plus importante d'un mentor? Écouter et fournir des conseils, donner des conseils de carrière
ouvrir des portes vers de nouvelles occasions ou à responsabiliser la personne mentorée. On va donner quelques minutes pour remplir les questions. On va partager les résultats dès que ce sont prêts. Quelques autres minutes. Parfait. OK. Pour la question numéro un, ce semble que 36% des participants ont indiqué que le mentorat est plus facile à expliquer. Pour la deuxième question, il y a un manque de confiance dans nous-mêmes pour disposer des outils nécessaires. La troisième question, euh, la principale obstacle pour empêcher d'entamer la relation de coaching au mentor, c'est qu'on ne sait pas à quoi s'adresser. Et la quatrième réponse, c'est la responsabilité principale pour les mentors, c'est écouter et fournir des conseils. Ce sont des résultats très intéressants. Merci pour votre participation. L'objectif d'apprentissage est de comprendre les différences entre le coaching, le mentorat et le parrainage. Explorer comment ces approches soutiennent le développement personnel et professionnel, apprendre à initier des relations de coaching, de mentorat et de parrainage, et reconnaître les avantages et les responsabilités en lien avec le rôle du coach, de mentor ou de parrain. Alors, sans plus tarder, commençons. C'est avec grand plaisir que je vous présente les panélistes de cette séance, Elizabeth Martin et Raissa Ineza. Elizabeth est chef d'équipe à la Commission de la fonction publique engagée dans les mouvements communautaires et l'amélioration continue. Elle est aussi l'ancienne coprésidente de FPAC en Colombie-Britannique. Elle promue la santé mentale, le développement de carrière et l'affirmation personnelle. Et puis Raissa est gestionnaire principale à EDSC et une ardente défenseur d'un milieu de travail sain et inclusif. Elle est aussi l'ancienne présidente du réseau des employés noirs. Elle favorise l'appartenance, l'apprentissage et la lutte contre le racisme anti-noir. Bienvenue à vous deux. Je vous cède maintenant la parole. Alors, merci beaucoup Tabassum pour la bienvenue et bonjour à tout le monde. C'est un plaisir d'être parmi vous. Donc, je voudrais commencer cette conversation en passant à travers les trois relations uniques qu'on voudrait explorer cet après-midi. Donc, parler du mentorat, du coaching, du parrainage, qu'est-ce qui les distingue? Alors, d'emblée, je vais commencer par le coaching, qui signifie tout simplement qu'on met l'emphase sur le développement des compétences et l'amélioration de la performance. Donc, c'est une relation à court terme qui est orientée vers des objectifs précis et le coach utilise des techniques structurées pour aider les employés à développer des compétences spécifiques ou à surmonter des défis. Donc, dans ce type de relation-là, il n'y a pas toujours un agenda prévu d'avance ou une relation continue dans le temps avec des rencontres répétitives. C'est une relation vraiment où on sait qu'on vient discuter d'un enjeu ou d'une situation spécifique et qu'on va avoir des outils et des conseils précis pour y faire face. Ensuite, on va parler de mentorat. Alors, pour le mentorat, on parle d'orientation de carrière et de développement personnel. Donc, c'est typiquement une relation à plus long terme. C'est très basé sur la relation comme telle. C'est-à-dire que on peut avoir un mentorat à court terme parce qu'on voudrait, par exemple, comprendre le rôle qu'occupe une personne et comment on se rend à cette étape-là. Mais dans une relation idéale de mentorat, il y a vraiment un accompagnement et une relation qui se développe. Le mentor partage son expérience, offre des conseils
et aide à naviguer dans la culture organisationnelle. Donc, c'est comme un grand frère ou une grande sœur qui occupe ou qui a déjà occupé un rôle qui nous intéresse. Alors, au sein du gouvernement, on peut voir qu'il y a des hauts fonctionnaires qui guident un employé junior sur des parcours de carrière et des compétences pour l'avancement. Que ce soit des hauts fonctionnaires ou même tout simplement quelqu'un qui a déjà deux niveaux plus hauts que nous peut servir de mentor. Et enfin, le troisième et non le moindre, c'est le parrainage. Donc, on va parler de quelqu'un qui va parler pour nous, faire un plaidoyer pour nous. Donc, l'objectif vraiment, c'est ça. Donc, quelqu'un qui va aller selon les différents accès de tribune auxquels le parrain ou la marraine aurait accès, va pouvoir stratégiquement parler en ma faveur et va utiliser son influence pour pouvoir me faire connaître, pour que j'ai accès à une opportunité quelconque. Le rôle du parrain ou de la marraine est de promouvoir activement l'employé pour des opportunités, des projets ou des promotions. Donc, ça peut être tout simplement comme un directeur qui recommande un employé pour une affectation ou un programme de leadership qui est très connu et contingenté, par exemple. Alors, voilà, les différences clés qu'on va avoir entre ces trois, c'est que le mentorat est axé vraiment sur les conseils, le coaching est axé sur les compétences et la performance, tandis que le parrainage est axé sur la visibilité et le plaidoyer. Alors, on va aller à la prochaine diapositive. Merci beaucoup, Raïssa. Merci à tout le monde. Alors, avant d'aborder cette diapositive et d'entrer dans le fond du sujet, je souhaite être transparente. J'ai joint le gouvernement fédéral canadien il y a 16 ans comme employé contractuel bilingue dans un centre d'appel à Vancouver, car j'ai décidé d'immigrer au Canada afin d'apprendre l'anglais, ce qui veut dire que le bilinguisme n'est pas toujours apprendre le français, mais aussi quelquefois pour les francophones et d'autres personnes apprendre l'anglais. Pour être honnête avec vous, mes 5 premières années ont été très, très, très incertaines en raison d'un contexte similaire au contexte dans lequel nous nous trouvons. Lorsque je réfléchis et que j'essaie en fait de remettre tout en perspective, surtout pour la préparation de cet événement. Je me suis rendu compte que ces 5 premières années qui étaient très, très difficiles et incertaines m'ont appris à être flexible. Non seulement saisir, mais aussi créer des opportunités et à développer des compétences transversales. Et c'est pour cette raison que je suis ici aujourd'hui et que je suis en mesure de parler avec vous. Dans la fonction publique, on parle beaucoup de coaching, de mentorat et de parrainage. Et souvent, les conseils sont bons. Mais quelquefois, il faut être honnête, difficile à activer. Surtout si vous êtes nouveau fonctionnaire ou alors un fonctionnaire en région où les possibilités d'évolution sont moindres que dans la région de la capitale nationale, où vous appartenez aussi à des groupes en quête d'équité. Par exemple, minorités visibles, noirs, neurodivergents, autochtones, etc. Ou alors, vous pouvez évoluer dans un environnement où les possibilités d'évolution semblent ou quelquefois sont limitées. Donc, ce que je souhaite vous offrir aujourd'hui, ce sont des leviers réalistes, mais aussi applicables, même quand le contexte n'est pas idéal. Alors, je souhaite maintenant parler comment soutenir la croissance personnelle et professionnelle. Le coaching, le mentorat et le parrainage ne sont pas seulement des outils de développement individuel. Ce sont des leviers organisationnels essentiels pour la relève, l'engagement, mais aussi la rétention dans la fonction publique. Quand on parle de croissance professionnelle, on pense souvent au poste, au titre, au concours, aux promotions. Mais je dirais que en réalité,
ce qui fait souvent la différence, selon moi, c'est l'accès au savoir organisationnel, la compréhension des codes tacites, l'accès à la culture implicite et aux bonnes personnes et aux bons moments. En aucun cas, je ne suis ici pour vous dire de ne pas être authentique. Non, mais ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il est important d'avoir en fait cette réalisation et de pouvoir les comprendre afin de mieux naviguer dans ces eaux. Alors, j'utilise souvent cette image. La fonction publique est une immense bibliothèque. Chacun de nous est un livre rempli de compétences, d'expériences et de solutions. Le coaching, le mentorat et le parrainage servent à mettre une étiquette claire sur ce livre pour que les autres sachent qui nous sommes, ce que nous apportons et quand faire appel à nous. Sans étiquette, même un livre excellent peut rester sur l'étagère sans être jamais ouvert. Ces approches sont centrales pour former les futurs leaders. Elles facilitent le transfert des connaissances, pas seulement ce qui est écrit dans les politiques, mais aussi les codes non écrits, ces codes tacites, comment naviguer les enjeux, comment influencer sans autorité et comment prendre de bonnes décisions dans des environnements complexes. Elles permettent aussi de développer les compétences clés en leadership, telles que la pensée critique, la collaboration, l'intelligence émotionnelle, avant même d'avoir un titre de gestion. Ce que je souhaiterais en fait véhiculer surtout aux nouveaux fonctionnaires, c'est que nous devenons des leaders sans bien avant d'obtenir en fait le titre. Et ça, je pense qu'il est important que vous gardez cela en tête. Mais soyons honnêtes, ces leviers ne sont pas vécus de la même manière et par tout le monde. Pour les nouveaux fonctionnaires, le mentorat permet de décoder les parcours possibles et de comprendre comment progresser concrètement. Pour les personnes en région, par exemple, ou en mode hybride, comme beaucoup d'entre nous, la visibilité ne passe pas par la présence physique, mais par la qualité constante des livrables, la clarté et la fiabilité. Pour les personnes, par exemple, neurodivergentes ou introverties, le réseautage n'a pas à ressembler à 5 ou à des 5 à 7. Non. Le réseautage peut être écrit, ciblé ou un à un, et c'est tout à fait légitime, et souvent même, je dirais, plus efficace. C'est ici qu'un concept clé entre en jeu, celui des ambassadeurs naturels, parce que généralement, dans ce type de conversation, on les oublie, et je pense qu'il s'agit d'une erreur. Les ambassadeurs naturels ne sont pas nécessairement des cadres supérieurs. Ils peuvent être des collègues, des partenaires, d'anciens collaborateurs, des clients internes, et je dirais même, ils peuvent être quelquefois des subalternes. Des personnes qui peuvent parler de votre travail et de votre caractère en votre absence. Le coaching et le mentorat vous aident à produire de la valeur et à clarifier vos compétences. Les ambassadeurs naturels, eux, traduisent cette valeur dans l'organisation. Donc, sans, par exemple, ces ambassadeurs naturels, l'engagement peut rester invisible, même quand il est réel et profond. Donc, ces approches soutiennent la rétention et l'alignement culturel. Quand on se sent vu, soutenu et accompagné, on a davantage envie de rester et de se projeter dans l'organisation. Donc, tout cela peut nous amener à une question clé. Comment rendre notre évolution visible et compréhensible quand le mentorat et le parrainage puissent réellement jouer un rôle? Eh bien, merci beaucoup, Elisabeth. Je vais prendre la balle au pont avec la prochaine partie où on veut parler concrètement de comment établir des relations, justement de coaching, de parrainage et de mentorat, puis vous partager vraiment des anecdotes, ce qu'on a comme vécu, parce que je vois déjà que les questions vont dans ce sens également. Euh, Lorsqu'on parle de développer, ben, je vais commencer peut-être par partager mon petit parcours des 18 dernières années où justement j'ai pu grandir grâce à ce genre de relation. Je vous ramènerai un peu à mon introduction où on parle de mon rôle des 2 dernières années comme présidente du réseau des employés noirs dans mon ministère, mais on s'entend que ça, c'est les 2 dernières années.
bien avant cela, j'ai fait mon petit bout de chemin et j'avais commencé à la fonction publique comme CR4, alors qu'actuellement, je suis rendue en gestion et même dans des nominations intérimaires comme cadre. Donc, lorsqu'on parle d'établir des relations de coaching ou de mentorat, je vous dirais que la première relation qui était la plus facile pour moi de bâtir était celle de coaching. Donc, dans une situation où je commençais avec un contrat déterminé, je voulais m'assurer de bien comprendre mon rôle, de bien me positionner dans mon contexte et m'assurer que j'allais être prolongée et pourquoi pas avoir une nomination indéterminée. Je me suis donné toutes les chances d'avoir les plus performants comme amis, comme collègues, pour justement m'aider à bien comprendre un élément ou mieux répondre à une demande. Donc ça, je trouve que les demandes de coaching ont été les plus faciles pour moi parce qu'elles venaient avec un objectif précis. Je me dirigeais vers quelqu'un qui faisait déjà, qui avait déjà fait preuve dans un travail précis et je lui demandais, pourrais-tu me montrer comment tu fais ça ou comment tu utilises tel outil? Donc, ça peut être la formule la plus simple qui même parfois peut nous mener à développer une relation de mentorat un peu plus tard. Mais ça vient vraiment avec un contact, avec un objectif précis. Et je vous dirais, s'il faut voir comment développer cette relation-là, c'est vraiment en commençant par une question simple. Donc, j'ai vu que tu es très habile avec tel outil lors de la rencontre de ce matin et je voudrais te demander si tu peux m'accorder un 15 à 20 minutes juste pour mieux comprendre comment tu l'as fait. Ça, c'est la première approche la plus simple qui peut se diriger vers quelqu'un parce qu'on l'a vu faire ou on a entendu parler de cette personne comme étant une référence sur qui on voudrait compter. Ça nous permet de ne pas prendre beaucoup d'élan en termes d'établir ce premier contact et par la suite, en voyant vraiment si la personne est ouverte à nous appuyer, là, on peut demander si cette personne est ouverte à poursuivre cette relation ou à faire un deuxième appel si cette personne est ouverte. Donc, je vous dirais que c'est ce premier contact qui nous permet d'établir cette relation de coaching. Si je vais un peu plus loin en termes de mentorat, je vous dirais qu'il y a bien souvent des programmes de mentorat qui sont offerts dans l'organisation, des programmes structurés ou même dans le cadre des réseaux, comme tantôt on parlait des réseaux de la diversité. Et ce que j'ai eu comme opportunité en termes de mentorat, c'est une fois que j'avais su ce que je voulais faire. Parce que vous vous souviendrez que je vous ai partagé que j'ai commencé comme CR4, comme commis en ressources humaines. Je savais juste que j'aimais les ressources humaines, mais plus j'avançais, plus je commençais à réaliser qu'il y avait différents branchements à partir de ce poste. On pouvait être expert en ressources humaines, tout comme on pouvait aller en gestion des ressources humaines donc se développer en leadership. Et c'est la minute que j'ai commencé à réaliser que j'avais un plus grand plaisir à voir ce que les chefs d'équipe faisaient, ce que les gestionnaires faisaient, leur réflexion stratégique, que là, j'ai été chercher l'appui d'un mentor. Alors, comment j'ai fait cela? Ben, j'ai d'abord été curieuse en demandant à un chef d'équipe si je pouvais juste l'accompagner dans une rencontre ou faire une tâche que le chef d'équipe faisait pour voir exactement c'était quoi. J'ai été un peu plus loin en demandant si je pouvais faire du shadowing, donc là je vais trouver le mot en français dans un instant, mais accompagner vraiment quelqu'un qui fait déjà un rôle comme en mode observation. Donc avoir l'opportunité d'observer quelqu'un sans intervenir, sans avoir de décision à prendre. Donc jusque-là, il n'y a pas nécessairement de relation de mentorat qui était établie de façon officielle. Mais j'avais déjà quand même eu la chance d'identifier une ou deux personnes qui étaient dans des rôles qui me parlaient. Je vais vous donner vraiment un exemple un peu plus précis. C'est qu'à partir du rôle de commis et d'adjointe en ressources humaines, j'ai accepté de remplacer l'adjointe de la directrice 2 semaines de vacances. Et c'est là que j'ai eu mon moment Eureka parce que j'assistais à un comité de gestion où je prenais les notes, mais que je voyais la dynamique des gestionnaires autour de la table qui réfléchissaient, partageaient leurs réflexions. Et tranquillement, j'ai commencé à développer moi-même ma propre opinion. Et
juste de façon impromptue, la directrice s'est tournée vers moi dans l'une des rencontres et m'a demandé mon avis sur un sujet. Et c'est là que j'ai eu le premier courage de dire, ben, pourquoi pas, même si je suis l'adjointe, peut-être que je peux contribuer avec ma perspective. Et c'est là aussi que j'ai été entendue par les gestionnaires, que j'avais peut-être une opinion à apporter ou quelque chose à ajouter à la table. Donc, il ne faut pas se sous-estimer et vraiment prendre ces opportunités-là où on a accès à une tribune, même si on serait juste en appui, pour observer autour de la table, puis identifier s'il y a des modèles qui nous parlent et leur demander l'opportunité de les accompagner à une autre rencontre ou de les rencontrer pour un café et voir s'ils seraient intéressés à nous offrir ce genre d'appui. C'est une relation qui mérite de faire une demande plus structurée pour développer du mentorat et non juste un conseil comme dans le cadre du coaching. Donc, on va vraiment avoir euh, je vous dirais, une approche où on pourrait dire, j'ai non seulement vu comment tu travailles, mais je voudrais me développer également et savoir s'il y a des trucs, des conseils, des astuces que tu pourrais me partager qui t'ont permis de te rendre là où tu es rendu. Donc, je vous dirais qu'il faut vraiment oser. Et le pire des scénarios, c'est que la personne ne soit pas disposée ou disponible. Mais ça, c'est vraiment le pire des scénarios. Et non est une réponse qu'on peut accepter. Et elle n'est jamais vraiment personnelle. Moi, je ne la prenais jamais de façon personnelle parce que j'étais consciente que tout le monde était occupé et que seule la bonne personne allait accepter de m'offrir cet appui. Enfin, pour la relation de parrainage, c'est quelque chose qui est tout nouveau à mon niveau. Je l'ai eu probablement sans le savoir tout au long de ma progression de carrière, car je sais que maintenant que je suis en gestion, je sais que lorsqu'on a des décisions à prendre sur qui serait la meilleure personne pour remplacer de façon temporaire quelqu'un qui s'absente, c'est autour de la table qu'il y a les parents. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui nous ont vus travailler, qui ont vu notre éthique, qui ont vu notre volonté de progresser, qui ont déjà discuté avec nous sur nos intérêts de progression de carrière, qui vont dire, un instant, chers collègues gestionnaires, j'ai déjà parlé à Raïssa, voici son profil, voici ses connaissances et son intérêt, elle a déjà fait telle formation, elle serait la personne idéale pour remplacer à brûle-pourpoint pour le poste de gestion de la personne qui vient de prendre un congé imprévu. Et ça s'est passé tout au long de ma carrière, certainement sans que je le sache, mais à un moment donné, il a fallu que j'aille chercher des parents, des marraines, parce que je comprenais que plus on montait, plus il fallait vraiment avoir des contacts. Donc, le réseautage demeure quand même important à développer. Je vous dirais que ça se développe tranquillement et que demander à quelqu'un d'autre d'être son parent, c'est d'abord de lui donner la chance de nous connaître, de voir justement ce qu'on a, quel est notre profil. Donc, je vous dirais que ça vient comme en troisième type de relation parce que la personne doit avoir eu la chance de nous connaître et de voir notre façon de travailler, ce qu'on vaut et ce qu'on pourrait amener comme atout. Donc, on va continuer la conversation là-dessus, mais je voulais vous donner ces quelques scénarios très spécifiques sur vraiment comment établir ces relations et se donner le temps de les établir. Donc, de ne pas vouloir en faire une seule rencontre qui couvre tout, mais vraiment aller en mode découverte et permettre au temps de faire son œuvre pour développer ces relations. Donc, continuons. J'espère que ça vous aide. Merci beaucoup, Raïssa. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Merci. Alors, je souhaite en fait discuter maintenant comment établir. Ah non, je ne pense pas que ce soit ma diapo ici, pardon. Comment établir des relations de coaching, parrainage et mentorat. Bon, tout d'abord, nous pouvons, et tu as très bien énoncé, des façons de trouver en fait des mentors. Il y a aussi, je souhaite l'indiquer, parce que Tabassum également, en se présentant, je pense qu'elle en a parlé, la collectivité de pratique interministérielle JC Mentor JC, qui relève du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Il s'agit d'un espace où les personnes travaillant sur des dossiers de mentorat peuvent entrer en contact avec d'autres collègues afin de collaborer, de partager des pratiques efficaces et d'échanger sur les enjeux communs liés au programme de mentorat à l'échelle du gouvernement du Canada.
Euh, Ils aident les employés à repérer et à mieux comprendre les programmes et ressources auxquels ils ont accès. Mais je dirais aussi qu'il est important de faire ses propres devoirs et de voir au sein de votre ministère ou de votre agence les programmes de mentorat qui existent, qui peuvent être formels ou quelquefois informels via, par exemple, les réseaux d'employés ou les communautés de pratique. Pour ma part, j'ai énormément bénéficié de ce type de mentorat où je levais ma main pour pouvoir en fait être bénévole. Je serai honnête, initialement, c'était pour pouvoir en fait développer d'autres compétences transversales. Mais ça m'a permis en fait d'être repérée par des personnes qui appréciaient ma logique, mes questions et qui sont devenues en fait tout naturellement des mentors, sans que j'ai besoin en fait de mendier ou supplier qui que ce soit. Donc ça, c'est important pour les personnes qui se demandent mais où puis-je trouver des mentors? Il y a aussi les communautés d'intérêt auprès j'ai le terme en anglais, auprès en fait des conseils régionaux fédéraux, où se trouvent justement tous les hauts cadres de vos ministères. C'est une autre façon aussi de pouvoir lier l'utile à l'agréable et d'avoir en fait, de créer des relations qui découleront tout naturellement vers le mentorat. La raison pour laquelle j'insiste sur ça, c'est parce que je reconnais qu'il y a des personnes qui sont très timides ou qui n'osent pas en fait se mettre de l'avant. Donc c'est pour cette raison que je souhaitais montrer ça. Comment se préparer à ces possibilités? Alors je dirais viser l'excellence. Offrez un rendement constant et dépassez les attentes afin que la qualité de votre travail parle d'elle-même. Ça, c'est très important. Communiquez vos ambitions lorsque vous pensez que cela ne vous nuira pas. Et c'est important justement d'avoir cette intelligence émotionnelle. Parce qu'on parle souvent du mentorat positif, mais il y a aussi deux autres types de mentorat. Le mentorat renversé, le mentorat inversé. Il y a certaines personnes qui vous montrent quoi ne pas faire. Ce sont des mentors, mais d'un autre type. Et il y a aussi d'autres personnes qui apprennent en vous observant. C'est-à-dire que des hauts cadres peuvent justement utiliser cette relation pour pouvoir apprendre parce qu'ils n'ont pas, par exemple, votre, votre expérience vécue. Et cela leur permet en fait de devenir des meilleurs leaders. Faire un suivi sur la valeur ajoutée. Donc, tenez les personnes clés informées de vos réussites et démontrez vos reconnaissances pour leur soutien et leur appui. À ce titre, je ne saurais en fait insister sur avoir en fait un registre où vous indiquez vos succès, ce que vous avez réalisé et si vous pouvez aussi le corréler avec, par exemple, certains points de votre mandat ministériel ou de votre équipe, de vos objectifs, des critères d'évaluation de votre performance, par exemple, qui étaient impliqués, comment en êtes-vous arrivé pour pouvoir réussir cette étape. Ça, c'est d'autant plus important lorsque on parle de relations de coaching, parrainage et mentorat qui sont quand même qui nécessitent quand même la confiance parce que généralement on ne se parraine pas, on ne se coach pas soi-même et on ne fait pas de l'auto-mentorat. C'est quelqu'un d'autre qui le fait et ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Donc les personnes aiment bien observer avant de s'engager. L'autre point, c'est accroître votre visibilité. Impliquez-vous, comme je le disais auparavant, dans des initiatives supplémentaires, le bénévolat, travail communautaire, micro-missions, etc. J'ai quelques questions à poser ici. Euh, Parmi ceux d'entre vous, combien d'entre vous assistent aux
événements du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux lorsqu'ils se déplacent, y compris dans les régions. Ah, je ne vois pas de main levée. Je ne sais pas si la fonction réaction existe ou devrais-je lire que très peu de personnes utilisent cette opportunité. Parce que quelquefois aussi, on est très rapide à montrer qu'il nous manque des outils, mais on oublie aussi de faire une introspection et de se demander que pourrais-je faire pour m'aider moi-même. Comme mon père disait souvent, aide-toi et le ciel t'aidera. L'autre petite question que j'ai pour vous concernant votre visibilité, combien d'entre vous prennent l'ascenseur pour vous rendre au travail? Quelques-uns? D'accord, d'accord. Donc ça veut dire que avant même d'entrer dans votre bureau, vous êtes en fait dans un espace où il y a des personnes. Combien d'entre vous avez-vous utilisé cette opportunité juste pour lancer la petite conversation et nouer des liens? Je vois quelques mains levées, mais moindres. J'ai une petite confession à vous dire entre vous et moi, et gardons ça entre nous. Les directeurs généraux prennent l'ascenseur. Les directeurs prennent l'ascenseur. Les sous-ministres adjoints prennent le même ascenseur que vous prenez aussi. Donc la prochaine fois, pensez aussi que les opportunités de réseauter, comme Raïssa le présentait, sont à vous. C'est à vous, en fait, de pouvoir les obtenir. Quelquefois, j'assiste par exemple à des conférences ou à des cours de la commission de la fonction publique ou alors de l'école de la fonction publique, etc. J'aime bien regarder par exemple quels sont les panélistes. Et il m'est arrivé bien des fois de noter une ou deux petites phrases de ces personnes et de leur envoyer un courriel bien après en leur disant que j'ai bien apprécié ce que ces personnes avaient énoncé. Et vous serez vraiment surpris de savoir à quel point ces personnes, même des sous-ministres adjoints, vous répondent. L'autre petite chose, un merci ou une bonne année ou un message tout simple peut aller très, 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 très loin. Et ça peut sembler tellement anodin, mais ça vous permet aussi non seulement de solidifier vos relations, mais aussi de permettre d'accroître votre visibilité, mais d'avoir justement cette opportunité de coaching, parrainage ou mentorat qui arrive très rapidement. Donc, demander aussi une rétroaction concrète et favoriser une culture organisationnelle axée sur la rétroaction. Donc, conseil pour se démarquer, adopter une attitude professionnelle, faites preuve de motivation et d'enthousiasme, soyez proactif et démontrez de l'initiative, communiquez efficacement et développez vos compétences et vos connaissances. À toi, Raïssa. Écoute, merci beaucoup, Elisabeth. C'est vraiment génial la suite de cet échange-là et j'ai hâte de voir les questions parce que je pense qu'il y en a quelques-unes qu'on a adressées au fur et à mesure, mais c'est exactement ça qu'il faut au fait, c'est de contribuer à ce genre de conversation pour peut-être se rappeler des éléments qu'on a déjà entendus ou peut-être entendre comment les autres les appliquent et prendre plus de courage de zèle dans notre approche ou trouver ce qui nous convient selon notre niveau de confort. Parce que tout ce que vous allez entendre, tout ce que vous êtes en train d'entendre ne s'applique pas unilatéralement à tout le monde. Il y en a qui sont plus, on va parler des gens qui sont plus introvertis que d'autres, qui vont hésiter à justement parler à un inconnu dans l'ascenseur. Donc, c'est de trouver vraiment ce qui vous parle, premièrement, mais aussi de commencer quelque part de prendre le courage de se dire, ah, je vais essayer telle approche. Je vais me donner les 3 prochaines semaines en essayant telle approche sur différentes personnes. Puis, je vais prendre le temps de sortir de ma zone de confort, puis de voir comment ça se définit pour moi personnellement, dans mon unicité, dans ma personnalité. Fait que oui, prenez des notes, puis ensuite, allez voir qu'est-ce que vous allez pouvoir appliquer après cette discussion, puis regardez jusqu'où ça peut vous mener.
mais vraiment, c'est le secret de développer des relations. Ça prend des fois de sortir de notre zone de confort. Le dernier point avant d'aller aux questions, parce qu'il y en a plusieurs, puis ça va être de très beaux échanges. On voulait quand même arriver à parler des avantages et responsabilités avec le rôle du mentor, du coach et de parent. Et plutôt que de vous les énumérer, les avantages, parce que je pense qu'avec ce réseau, c'est plus des mentorés que des mentors qu'on a autour de la table, j'aimerais quand même vous dire pourquoi votre mentor a hâte de vous rencontrer. Pourquoi un gestionnaire, un directeur voudrait vous rencontrer et être votre coach ou votre parent? Parce qu'ils ont des avantages, eux aussi, à occuper ces rôles. Et en vous en parlant, c'est justement ça qui va vous encourager à aller vers l'autre parce qu'il y a quelqu'un qui a hâte d'avoir l'opportunité d'être votre mentor, d'être votre coach. Donc, en entendant ces avantages-là, c'est pas pour vous dire soyez les coachs immédiats. Oui, je vous souhaite d'être les coachs parce que vous avez quelque chose à apprendre aux collègues, mais c'est aussi pour que quand vous alliez dans votre démarche, dans votre approche, vous sachiez que l'autre personne de l'autre côté a un avantage à cette relation. Alors, pour avoir déjà agi comme mentor, je vous dirais que ça a été une découverte extraordinaire pour moi de voir que non seulement j'avais un plaisir à offrir aux autres ce que j'ai reçu, mais que j'en sortais encore plus solide dans mes compétences. Vous savez, quand on parle d'apprendre quelque chose, il suffirait d'avoir l'opportunité de l'enseigner à quelqu'un d'autre, puis tout à coup, on est plus solide, plus confiant. Donc, il y a quelque chose qui permet à ces personnes-là d'être mieux équipées, d'être plus compétents, d'être de meilleurs leaders, juste en prenant le rôle d'être mentor ou d'être parent et autres. Puis ensuite, il y a, pour les parents particulièrement, la, la particularité de savoir qu'on a découvert la pépite. Je vous appelle des petits bijoux parce que bien souvent, c'est dans les postes d'entrée que se trouvent les meilleurs talents non encore découverts, qui sont rentrés dans des postes d'entrée justement parce qu'ils espéraient avoir une opportunité de croître, mais qu'on doit aller découvrir. Fait que n'attendez pas absolument de gravir chaque échelon pour se rendre à celui qui vous intéresse et que vous avez soit été à l'école ou que vous avez eu des expériences personnelles à l'extérieur de la fonction publique. Fait que sachez qu'il y a quelqu'un qui a hâte de découvrir votre talent et de vous donner la chance. Et ça va non seulement lui faire plaisir de vous découvrir, mais ça va aussi contribuer à son succès parce qu'il aura réussi à mieux positionner son organisation, mieux positionner son équipe en vous donnant une chance. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très crucial par rapport aux avantages d'occuper ces rôles-là. Donc voilà, je m'arrêterai là parce que je pense qu'on a des belles questions que j'aurais voulu vraiment qu'on prenne le temps de regarder ensemble. Puis voilà, allons-y, Tabassum, je te vois de retour à l'écran. J'ai hâte à voir la suite. Merci. Merci à vous deux pour votre authenticité et vos conseils très pertinents, combinés avec des excellentes suggestions. Nous passons maintenant à la période d'échange avec le public. Veuillez utiliser les fonctions questions-réponses pour participer et poser des questions. Vous pouvez aussi voter pour celles qui vous intéressent à l'aide de pouces levés. Veuillez garder vos questions générales car nous ne pourrons pas répondre à des situations individuelles. Je lirai les questions, les panélistes y répondront et les ressources seront partagées sur notre page wiki après la séance. Commençons par quelques-unes des questions que nous avons reçues précédemment. La première question est pour Raissa et puis Elisabeth, n'hésite pas à ajouter aussi. La question, c'est quels conseils donneriez-vous aux professionnels qui ont l'impression d'avoir beaucoup fait pour s'engager dans des activités bénévoles, des conférences et des travaux communautaires, mais qui ne sont toujours pas reconnus pour leur travail acharné et leur dévouement? Quelle est la prochaine étape et que pouvons-ils faire pour la refranchir? Merci beaucoup pour la question, Tabassum. Euh, Premièrement, c'est qu'on n'est pas habitué à vendre nos compétences, nos acquis. Je pense qu'il y a un premier pas à dire, est-ce que mon CV reflète ce que j'ai comme acquis? Est-ce que j'ai un paragraphe quelque part
qui me permet de me vendre. Tu sais, quand on parlait tantôt, Elisabeth, tu as parlé d'ascenseur. Qu'est-ce que je dirais? Si quelqu'un vraiment me donnait 3 minutes, comment je me présenterais? Donc, est-ce que moi-même, j'ai une petite idée de qu'est-ce que ces expériences m'ont donné de telle sorte que je puisse les présenter? Je vous dirais, ça, c'est l'image, le branding, comme on aime l'appeler, c'est l'image et ça vaut la peine de le travailler et de pratiquer comment on se présente pour que lorsqu'on se présente, on ne dise pas juste, voici mon poste d'attache chez PM1 à tel endroit ou PM2 à tel endroit. C'est voici mon nom est un tel. Je suis en développement pour occuper telle fonction. Et voici les quelques postes ou quelques initiatives sur lesquelles j'ai déjà travaillé et l'impact. Je veux insister sur le mot impact. Il ne suffit pas d'être impliqué quand on se présente et qu'on présente ce sur quoi on a travaillé. Le fait de nommer l'impact démontre déjà qu'on sait la portée de notre implication. Fait que ça, c'est le premier conseil important pour ces personnes-là. Puis le deuxième, c'est de faire valider cet impact-là auprès des gens qui nous ont guidés dans nos implications. Des fois, on donne du temps dans la campagne de charité en milieu de travail, mais si on a fait du bon travail, peut-on l'écrire dans un courriel et demander à un gestionnaire de confirmer ou de nous donner de la rétroaction? Et si c'est notre supérieur immédiat qui nous a vus nous impliquer, peut-on lui demander de laisser des traces écrites parce que c'est ça qu'on porte et qu'on transporte avec nous vers tout autre avis d'intérêt qu'on va porter. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à demander de la rétroaction constructive. Ça peut piétiner notre ego, mais ça peut nous permettre de mieux nous améliorer. Et si c'est notre supérieur immédiat qui nous donne cette rétroaction-là, on peut revenir 2 mois plus tard pour lui dire, écoute, ça fait 2 mois que je travaille sur tel élément, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je me suis améliorée? Donc, cette rétroaction-là nous permet non seulement de nous améliorer, mais de valider que l'autre personne voit maintenant le fruit des efforts qu'on est en train de faire. Parce que c'est ça le grand défi. Des fois, on le fait, mais on est dans l'ombre. Il nous faut des témoins. Et les témoins, c'est soit le chef d'équipe, c'est soit l'autre leader qui a géré la campagne dans laquelle on s'est impliqué. C'est d'avoir des traces là, voir que ces gens ont vraiment noté que c'est nous qui avons travaillé sur tel document et non tout le groupe. Faire valoir chacune des contributions qu'on fait. Voilà, je m'arrête là pour ça. Elisabeth, est-ce que tu veux ajouter? Merci beaucoup, Raïssa. Que puis-je dire d'autre? Elle a tout couvert. Pour ma part, en reflétant aussi mon parcours, ce que je partagerais, c'est que dans l'idéal, vos supérieurs vous soutiennent et veulent vous développer. Quelquefois, et ce n'est pas par manque de compétences ou de résultats, mais plus en raison d'un contexte structurel parce que les compétences sont limitées. Donc les postes d'avancement sont limités. Dans ce cas, ce que je recommanderais, en me basant sur ma propre expérience, c'est capitaliser justement les ouvertures, c'est-à-dire engagez-vous dans des réseaux, engagez-vous dans des processus organisationnels ou même des communautés de pratique. De cette façon, si votre supérieur direct, pour quelque raison que ce soit, n'est pas en mesure de reconnaître parce qu'ils n'ont pas forcément la même vision ou pour quelque que ce soit, ou parfois pour des raisons opérationnelles, on vous dit que non, c'est pas possible de faire telle ou telle chose. Vous avez une autre avenue pour pouvoir justement vous développer et puis quelque part briller. Très rapidement, je souhaiterais rajouter quelque chose. Quelquefois, je pense qu'il y a un malentendu. Les gens souhaitent se mettre de l'avant parce qu'ils ne se sentent pas forcément vus. Pour ma part, j'ai fait le choix décisif de comprendre que ma valeur ne dépend pas du jugement d'une autre personne, mais plutôt de ma possibilité de servir la communauté. Et c'est de cette façon que, bizarrement, je me suis fait repérer et j'ai eu des personnes qui m'ont tapé à l'épaule en me disant
viens par ici, je vais te coacher. Ou viens par ici, je vais te parrainer. Très rapidement, je n'ai rien demandé, mais c'est juste pour pouvoir justement servir et aider les autres. Donc, je m'arrêterai juste à ça. Merci. Merci. Pouvez-vous nous donner un exemple de la façon dont le mentorat, le coaching ou le parrainage a permis d'accélérer la carrière d'une personne ou vous-même dans le gouvernement du Canada? Je sais que vous avez donné quelques exemples au début. Si vous voulez partager un exemple avant qu'on continue avec les questions de public. Pour ma part, par exemple, il y a 5 ans de cela, on va bientôt dire 6 ans, bientôt le temps passe vite, et j'avais noté en fait qu'il y avait euh, des manques pour les fonctionnaires fédéraux noirs, particulièrement ceux en région. Donc, j'avais décidé en fait de créer un mentorat rapide par les fonctionnaires noirs pour les fonctionnaires noirs de façon complètement assumée. Donc, cela nous a permis en fait de rassembler en moins de 2 semaines, nous avions reçu plus de 700 candidatures et je tiens à remercier d'ailleurs le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux parce que à l'époque, l'une de ses employées nous avait permis justement de tenir ces séances. Très rapidement, c'est en étant au service des autres et en permettant aux autres fonctionnaires noirs qui avaient en fait une expérience similaire à la mienne, que non seulement nous avons pu mettre en place une structure de mentorat qui prenait en compte la compétence culturelle, mais aussi du coaching et qui a découlé sur du parrainage. Et en pouvant, en fait, en décidant de servir la communauté, plus tard, j'ai pu être récompensée. Ce n'était pas l'objectif, mais par la suite, c'est de cette façon que j'ai pu me faire remarquer. Très rapidement, avant de donner la parole à Raïssa, on parle souvent d'ascension promotionnelle, professionnelle. Pour ma part, et je pense que c'est important aussi de le mentionner, j'ai fait le choix de choisir pour qui je travaille. Je connais aussi, je me connais moi-même, et mes valeurs, en fait, ne sont pas à vendre. Donc, il m'est arrivé de dire merci, mais non merci, je passe. Ou quelquefois, je ne pouvais pas en raison de conditions opérationnelles. Mais je souhaitais juste partager cela avec vous. C'est correct de vous dire, vous savez quoi, je préfère ma paix plutôt que de prendre une promotion qui risquerait plus tard de m'empêcher de dormir. À toi, Raïssa. En fait, comme je l'avais donné tantôt comme exemple de mentorat, j'en ai non seulement des exemples personnels qui ont débouché moi aussi sur une opportunité, mais aussi des exemples où c'est moi qui ai offert du mentorat. Ma première expérience était simplement parce que j'étais une chef d'équipe dans un centre d'appel et que je voulais sortir du centre d'appel, toucher à autre chose. Et j'ai eu la chance d'avoir accès à des directeurs et des directrices de centres de traitement dans mon ministère où j'ai simplement levé la main et demandé si la directrice d'un centre pourrait m'offrir 1 heure de coaching. Et on a eu une belle connexion, tout simplement. Et à partir de ce moment-là, parce qu'il y avait un programme de coaching dans notre ministère, lorsqu'est venu le temps pour elle d'offrir des heures de mentorat, pas un programme de coaching, mais un programme de mentorat, euh, donc, lorsqu'est venu le temps pour elle d'identifier des mentorés, c'est elle qui me l'a offert directement. Donc, des fois, ça peut arriver que quelqu'un qui a déjà vu notre potentiel et notre personnalité peut vraiment venir directement vers nous. Cependant, en suivant aussi l'exemple d'Elisabeth, lorsqu'on parle des groupes de diversité et des enjeux socioculturels, nous aussi, dans le cadre du réseau des employés noirs, on a organisé ce qu'on appelle le Each One Teach One, chacun enseigne à l'autre, qui était vraiment d'avoir du mentorat offert par des personnes ayant juste 2 niveaux de plus que nous. Donc, on n'a pas été chercher des gens dans des postes de leadership, des directeurs. On s'est dit, toute personne qui a déjà gravi 2 échelons de plus que son poste dans lequel il est entré,
devrait avoir quelque chose à offrir à son petit frère ou à sa petite sœur, ne fût-ce que pour lui dire, voici par où j'ai passé, j'ai rencontré tel défi, voici comment je l'ai adressé, voici quel site, où est-ce que je vais quand je veux comprendre les nouvelles ministérielles. Tous ces petits partages font en sorte que les gens ont la chance de tester comment développer ces relations sans craindre qu'on va se brûler en allant parler directement à quelqu'un qui est 6 ou 7 niveaux plus haut que nous. Donc, c'est déjà, on est à une deuxième cohorte dans le ministère de DSC, mais je vous dirais que c'est une façon que je voudrais vous encourager autour de la table, de ne pas nécessairement vous arrêter à, ça me prendrait absolument quelqu'un dans un rôle de leadership. Il suffit de quelqu'un qui est déjà passé par où vous êtes passé et qui est dans une meilleure posture. C'est quelque chose qu'on est capable d'aller demander le temps d'une rencontre de connexion, puis ensuite on voit si cette personne a quelque chose et une ouverture à nous accompagner par la suite. Donc voilà. Parfait. La première question, c'est où pouvons-nous trouver des ressources pour nous aider à chercher un mentor? Je vais répondre à cette question parce que j'ai hâte d'écouter votre réponse à des autres questions aussi. Euh, la réponse, c'est on a une page à Wiki de Mentor GC qui offre une bibliothèque vivante de mentors. On y compte plus de 90 en 90 menteurs, je crois, déjà, dans le répertorié, ainsi que plus de 255 personnes qui ont exprimé ou manifesté leur intérêt de devenir mentor. Il y a aussi des ressources de mentorat qui peuvent vous aider et qui peuvent vous aider à commencer les relations de mentorat aussi. OK. La deuxième question, c'est quels ont été vos critères pour identifier vos parents qui ont joué un rôle actif dans votre visibilité ou votre promotion? Est-ce qu'ils pourraient être des personnes à l'extérieur de votre équipe immédiate ou même de votre ministère? Et ça, tu veux le Je peux prendre? y aller, oui, je peux y aller. Pour le parrainage, honnêtement, je pense que c'est vraiment plus eux qui m'ont vu plutôt que moi qui suis allée demander à quelqu'un de me parrainer. Parce que je ne connaissais, dans le temps, je ne connaissais même pas l'expression de parrain. Donc, la première directrice en ressources humaines a eu la chance de me découvrir parce qu'un des gestionnaires avait parlé de mon profil. Et ça, c'est déjà une petite lentille de parrainage. Actuellement, à mon niveau, c'est dans le rôle de présidente du réseau des employés noirs que j'ai osé aller vers des cadres que je disais, je voudrais avoir l'opportunité de me présenter. J'ai entendu votre intervention dans telle rencontre. Et c'est là que je me dirigeais vers des personnes que je choisissais opinément en sachant que ces personnes-là avaient une belle réputation en termes de vouloir identifier le talent et le valoriser. Et je vous dirais que pour là, j'insiste vraiment sur la relation de parrainage. Ce n'est pas quelque chose qu'on demande d'emblée, voudrais-tu être mon parrain? On commence d'abord par faire une rencontre, connaître la personne, lui donner la chance de nous connaître et ensuite voir si c'est vraiment la bonne personne qu'on voudrait qui nous parraine. Parce que si elle n'a pas de bonne appréciation de nos valeurs, de nos compétences et de ce qu'on apporte à l'organisation, on ne veut pas qu'elle aille parler de nous. Ce n'est pas elle qui va être notre commanditaire, n'est-ce pas? Donc, c'est important de ne pas demander. Puis, j'ai déjà vu ce genre d'erreur-là, quelqu'un qui dit, voudrais-tu me parrainer? Bonjour, j'aimerais te rencontrer d'abord. Donc, ne sautez pas sur... Oui, ça a l'air impressionnant et intéressant parce que ça nous donne accès à une promotion, fort probablement, à une tribune, mais donnez la chance à la personne de vous connaître, ça va être C'est vraiment le premier pas absolu. Euh, Puis, demander une rencontre avant de parler de j'aimerais te demander d'être mon parrain ou ma marraine. Il y a de fortes probabilités que cette personne va le faire sans que vous le sachiez ou va vous l'offrir en disant, écoute, je t'ai vu aller, j'aimerais être ton parrain ou je vais parler de toi à telle ou telle autre tribune pour voir quelle est la meilleure prochaine opportunité qui pourrait être offerte. Et c'est ça qui est en train de se passer actuellement. J'ai des gens qui je sais qui peuvent parler pour moi sans que je sois dans la pièce parce qu'ils m'ont vu travailler et qu'ils ont confiance sur mon éthique de travail. Donc, travaillons vraiment sur cette visibilité-là et ensuite le parrainage vient comme en second lieu.
On a plusieurs des questions, sont des bonnes questions, mais on va essayer de répondre après l'événement avec des ressources qu'on va partager de Finn. So, merci à nos deux panélistes. Vous êtes une véritable mine de connaissances. J'ai beaucoup appris et je retournerai certainement pour regarder les enregistrements sur la page YouTube de Fin RGFF ou à Balado pour approfondir ce sujet. Nous avons une dernière question de sondage. Cette séance a-t-elle été un bon usage de votre temps? Choisissez la réponse. Merci d'être joint à nous aujourd'hui. Nous vous encourageons à joindre la session de 27 janvier à 13 heures pour le lancement de la troisième journée de carrière consacrée à la création de milieux de travail sains et durables. C'est sur l'équilibre en action, outils pour prévenir l'épuisement. Vous pouvez encore visiter les kiosques et consulter les ressources ou communiquer avec les représentants des réseaux et communautés. Les ressources seront disponibles sur des pages wiki et l'enregistrement sera accessible sur notre chaîne YouTube. Merci sincèrement et excellente fin d'après-midi à toutes et à tous.